Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Et notre question du jour, quel va être l'avenir des filières professionnelles alors que désormais l'enseignement pro est sous double tutelle du ministère de l'Éducation et celui du Travail? Les syndicats s'inquiètent. Alors que faut-il en penser? On en débat dans un court instant avec nos invités. Aider nos enfants à grandir en confiance, c'est l'accompagnement que propose notre invité dans une série de cahiers ludiques. Vous verrez, c'est absolument génial. Enfin, on ira faire un tour sur les réseaux sociaux avec Mickaël Dorian. Il nous montrera tous les meilleurs tweets en lien avec le bac. Vous allez voir, il y a des pépites. Mickaël qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors on commence avec Pape Ndiaye qui s'engage à revaloriser le métier d'enseignant. Invité du 7-9 de France Inter ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse promet même, je cite, un choc d'attractivité pour le métier de prof. Il assure que sur le sujet des salaires, des discussions sont prévues avec les organisations syndicales, mais que la rémunération n'est pas le seul problème. On l'écoute. C'est ce que nous allons discuter avec les organisations syndicales, en particulier pour créer ce que j'appelle un choc d'attractivité, afin de faire de telle sorte que cette profession soit revalorisée, mais revalorisée aussi d'un point de vue statutaire, d'un point de vue social. Il y a le sentiment chez les enseignants d'un déclassement dans l'ensemble de la société, et cela n'est pas uniquement lié à la rémunération, mais à d'autres facteurs sur lesquels nous nous penchons. Les carrières d'enseignants peuvent être également repensées. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent des portes de sortie, en quelque sorte, dans leur itinéraire professionnel. Et puis Mickaël, il n'y a pas que chez les profs qu'on a du mal à recruter. Non, ce problème touche également les colonies de vacances. Cet été, certaines d'entre elles sont contraintes d'annuler leur séjour faute d'animateurs. Écoutez Régine Dupré, directrice technique de la Ligue de l'enseignement, un des acteurs du secteur interrogé sur RMC ce matin. On a des séjours qui sont complets, on a des enfants qui sont inscrits et on a un gros problème de recrutement pour nos animateurs. Donc on ne peut pas faire partir des enfants sans directeur de séjour et sans encadrement. La Ligue de l'enseignement qui estime à 400 le nombre d'enfants privés de colonies cette année. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les étudiants qui sont boursiers. Oui, selon une information de nos confrères de France Info, les bourses étudiantes vont augmenter de 4%, une hausse qui intervient dans le cadre d'une mesure réglementaire qui sera annoncée prochainement par la Première ministre Elisabeth Borne. Les étudiants précaires qui pourront aussi toucher l'aide exceptionnelle de 100 € promise aux 9 millions de Français modestes, et à noter également que le dispositif du repas à 1 € dans les restaurants universitaires est reconduit. On termine avec le nouveau rapport de l'UNESCO sur le suivi de l'éducation dans le monde. L'UNESCO qui tire la sonnette d'alarme selon ce rapport, et malgré les efforts et les progrès réalisés par les gouvernements, l'UNESCO estime que d'ici 2030, près de 84 millions d'enfants et de jeunes ne seront toujours pas scolarisés. Si la pandémie de Covid-19 a exacerbé la crise de l'éducation, David Senge, le président du Conseil consultatif du rapport mondial de suivi sur l'éducation, affirme que nous pouvons et devons faire mieux. Il appelle à renforcer la coopération régionale et internationale afin que chaque pays puisse s'inspirer de ses pairs pour élaborer et mettre en place des solutions. Merci Mickaël. Alors quel avenir pour les filières professionnelles? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Youssef Hamdan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur du collectif Une Voix pour tous, un collectif qui agit pour une réforme justement du lycée professionnel. Et par Skype, je suis également ravie d'accueillir Christophe Auvray sur ce plateau, donc secrétaire général adjoint du SNETA, le syndicat des professeurs de lycée professionnel. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir justement, même si ce n'est pas en plateau, mais c'est exactement pareil, par Skype. Et ainsi que Daniel Bloch, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour Daniel Bloch. Alors vous êtes ancien recteur de plusieurs académies, on va toutes les citer, Orléans, Nantes, Montpellier, Reims. C'est quand même formidable comme carrière. Vous avez été également chercheur au CNRS, professeur d'université et le père justement de ce bac professionnel de la filière pro. Merci à vous
tous d'être avec nous. On est avec Mickaël Dorian. Évidemment, on a beaucoup de questions à se poser sur cette filière pro, sur le bac. Le remaniement a eu lieu ce lundi. Une annonce a particulièrement attiré l'attention du monde de l'éducation et même, je vais vous dire, de tous les Français de manière générale. C'est la nomination de Carole Grandjean en tant que secrétaire d'État à la formation et l'enseignement professionnel, un secrétaire d'État sous double tutelle, à la fois sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et celui du Travail. Donc ça fait grincer des dents chez les syndicats. J'aimerais vous poser déjà la question à vous, Christophe Auvray. Pourquoi ? Excusez-moi, mais j'ai un voisin qui fait des trous dans le mur. Donc, je ne sais pas si vous entendez. Mais moi, je vous entends. Bon, bref. Écoutez, la nomination de Carole Grandjean au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, on en prend acte parce que nous, on n'est pas décisionnaires de tout ça. Avant tout, pour nous, on peut se réjouir d'avoir enfin un ministère de l'Enseignement professionnel en plein exercice, ce qui n'avait été plus le cas depuis les années 2000 où le dernier ministre était Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, avant de crier au loup, on va regarder sa feuille de route parce que pour le moment, on n'en sait pas plus, on ne l'a pas entendu encore s'exprimer. Donc, on jugera sur pièce. Et le SNETA, il fera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il discutera avec le ministre, avec la ministre qui est membre d'un gouvernement issu des urnes. Mais comme toujours, discuter n'est pas signé et on discutera sur nos mandats, avec des mandats forts, que le LP reste aussi le lieu des savoirs fondamentaux, que les diplômes restent nationaux, que l'on ouvre de nouvelles sections dans nos établissements, en particulier en CAP. Et enfin, on restera bien entendu opposé à l'apprentissage avant, à minima, une première certification. D'accord, merci beaucoup. Alors Youssef Hamdam, vous faites partie du collectif Une Voix pour tous. Un autre membre de votre collectif, Dylan Aïssi, qu'on avait reçu ici sur School, a aussi publié une tribune chez Mediapart en réponse à cette nomination. Alors, on le disait, certains syndicats sont inquiets, c'est peut-être moins le cas pour Christophe Auvray, mais enfin quand même, voilà, on se pose toujours des questions. Vous notez l'appellation de ce nouveau secrétariat d'État, donc je disais formation pro et enseignement pro. Quelle différence entre formation et enseignement pro ? Aujourd'hui, la différence entre formation et enseignement pro, c'est que formation, on est plutôt sur du professionnel pur et dur. Alors que l'enseignement, il y a un côté éducatif et qu'on trouve primordial et qu'on ne doit pas délaisser. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pas forcément que le lycée pro, et qu'on ne veut pas du tout que le lycée pro devienne un centre de formation pro, mais reste un lycée. Donc, qui est ce côté professionnel, qui forme les jeunes élèves à devenir de futurs professionnels, mais aussi qui les éduque. Aujourd'hui, on veut que ce lycée-là reste sous la tutelle de l'éducation et pas forcément passer du côté centre de formation professionnelle, car aujourd'hui, en formation professionnelle, on peut retrouver des adultes, des personnes en reconversion professionnelle. Ça, c'est de la formation professionnelle. Mais pour des jeunes, souvent mineurs, et qui sont encore en pleine construction d'un point de vue civique, d'un point de vue humain, d'un point de vue social et sociétal, le fait d'avoir des élèves qui continuent dans ce cheminement-là et qui ne basculent pas totalement dans le pur professionnel et seulement la technique qui va les pousser à devenir de futurs salariés et non pas de futurs salariés, de futurs citoyens et de futurs possiblement employeurs et j'en passe. Daniel Bloch, je disais, vous êtes le père de ce bac professionnel. Quelle est votre réaction à cette nomination ? D'abord, je ne vous entends pas très bien, mais j'essaie quand même de répondre correctement à votre question. C'est-à-dire que la question de rattachement d'enseignement professionnel à un ministère est une question qui est présente de longue date. Dans l'histoire de l'enseignement professionnel, celui-ci a de temps en temps été rattaché au ministère de l'Industrie, et de temps en temps au ministère de l'Éducation nationale, tout ça au long du XXe siècle. Et le fait qu'il y ait donc une sorte d'interministérialité dans ce domaine me semble une bonne chose. Quand même une petite remarque, mais je pense qu'avec le temps les choses peuvent s'arranger. Il y a un ministère qui manque en fait dans cette affaire, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'en effet aujourd'hui, prenons les bacheliers professionnels, les 3/4 d'entre eux souhaitent poursuivre des études, par exemple, dans une section technicien supérieur pour obtenir ce qu'on appelle un brevet technicien supérieur. Et donc, il importe évidemment que le lien soit fait également avec l'enseignement supérieur.
Est-ce que la critique souvent que j'ai entendue à la fois sur les réseaux par des étudiants ou sinon des personnes qui sont dans l'éducation, c'est de dire on pousse finalement pour les voies qui seraient possiblement, qui engageraient, donc ce seraient des métiers qui auraient besoin de main-d'œuvre, de nouveaux salariés, et donc on enlèverait finalement la possibilité tout simplement aux citoyens de faire leur propre choix, leur propre liberté. Quelle est votre réaction par rapport à ces réactions-là, Daniel Bloch ? Par rapport à quelle réaction, excusez-moi. C'est que certains étudiants, en fait, critiquent le fait... Vous m'entendez ou pas, Daniel ? Le son n'est pas très bon, peut-être. Hein, oui, c'est ça. Je disais, en fait, que la critique, c'est ça. Hein, vous l'avez entendu, vous, j'imagine, Youssef Hamdan, sur les réseaux. C'est de se dire, à un moment, on ne laisse pas aux étudiants la possibilité de faire leur propre choix. On les pousse, finalement, avec cette double tutelle ministère de l'Éducation et du Travail, à aller vers des secteurs qui sont en demande de recrutement. C'est exactement ça. Et malheureusement, en fait, c'est un peu l'image qui est donnée au lycée pro. Et en fait, on ne fait que pousser ces élèves-là vers cette filière-là selon les besoins. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait un côté un peu plus social où on laisse le choix aux élèves de choisir leur voie. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une logique aussi de se dire à un moment, on va là où il y a du travail ? Bien sûr, on va là où il y a du travail, mais il faut aussi aller là où on a envie d'être. Et pas forcément que là où il y a du travail. Aussi faire un travail en amont. Monsieur Bloch parlait des études post-bac, mais aussi peut-être avant le lycée, pouvoir les renseigner par rapport à ces métiers-là et de manière plus concrète. Pas forcément où on a une orientation un peu non désirée, où on nous pousse vers une filière parce qu'il y a du travail, mais sans qu'on sache vraiment où on met les pieds. Daniel Bloch, est-ce que vous avez peur justement que l'enseignement se transforme plus en formation que en éducation, tout simplement, en centre d'éducation ? Disons qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas séparer la formation professionnelle de la formation générale. Autrement dit, une compétence professionnelle, entre guillemets, qui serait strictement professionnelle, sans une formation générale, n'a plus aucun sens. Et donc, il faut combiner l'un et l'autre. Et effectivement, je dirais, pour que la voie professionnelle soit attractive, encore faut-il d'une part qu'elle contienne suffisamment d'éléments de formation générale et d'autre part qu'elle soit relativement complète. Et donc, les progrès à réaliser dans ce domaine, on les a réalisés d'abord avec le bac professionnel, mais il y a aussi le passage du bac professionnel à la première formation supérieure, et ensuite peut-être à des formations encore plus longues, par exemple des diplômes d'ingénieur. Autrement dit, pour que la voie professionnelle soit réellement attractive, encore faut-il, et on y va doucement, peut-être un peu trop doucement, que cette voie conduise à tous les métiers possibles, et pas seulement à des métiers qui nécessitent simplement d'être opérateur sur une machine. Alors, on l'a aussi compris, ce choix d'Emmanuel Macron, et il en avait notamment parlé pendant la campagne, c'est aussi une façon de réduire le taux de chômage et également de répondre à une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux domaines. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas un choix qu'on peut comprendre en tant que, notamment pour les syndicats qui critiquent ce dont parlait Virginie il y a quelques instants ? Bien sûr, c'est un choix compréhensible. Aujourd'hui, il y a des besoins, mais je pense, et au sein de mon collectif, nous pensons qu'il y a une certaine pédagogie à avoir derrière tout ça. Et pas forcément rester sur ce côté-là où on pousse les élèves vers une filière parce qu'il y a du travail. Mais vraiment, il y a une certaine pédagogie à adopter. Et je pense que cette pédagogie-là, comment il faut l'adopter ? Faut repartir sur de bonnes bases, entre guillemets, et commencer par redorer un peu l'image du lycée professionnel qui, aujourd'hui, a un peu l'image du lycée où on met des personnes... Les mauvais élèves ? Les mauvais élèves dans des filières qui ne veulent pas forcément, mais parce qu'il y a du travail. Cette image persiste encore, Christophe Auvray. Vous avez l'impression qu'à la fois les parents, les élèves et même les professeurs ont encore cette image du lycée pro ? Oui, mais il faut, pour éviter ce lycée pro de la dévalorisation, lycée pro poubelle, entre guillemets, il faut à un moment donné aussi être attractif. Dire. Et pour être attractif, il faut créer des nouveaux diplômes qui sont dans les métiers d'avenir, dans les métiers émergents, comme on dit aujourd'hui. Et créer ces niveaux diplômes, pour le moment, on n'en voit pas la couleur avec le ministère de l'Éducation nationale. Sachant que chaque mois, France Compétences certifie 300
qualification ou titre professionnel. Donc là, on a un vrai souci au niveau de la création et de l'attractivité au niveau des diplômes. Ensuite, nous, on veut éviter que le lycée professionnel devienne le lycée unique. Il faut qu'on conserve nos diplômes professionnalisants et insérants, avec une insertion dans l'emploi qualifié ou un accès à l'enseignement supérieur. Et je rejoins là-dessus monsieur le recteur Bloch. Il va falloir vraiment s'attaquer à l'orientation de nos élèves dans ces filières de l'enseignement supérieur, et notamment revoir le dernier titre professionnel à Bac+2, qui est le BTS, puisque tous les autres titres professionnels ou autres sont passés à Bac+3. Donc là, il y a un vrai souci là-dessus aussi. Et ça, il faut que le débat s'engage. Mais justement, on peut peut-être se dire que le ministère du Travail va favoriser la création de ces nouveaux diplômes et de ces nouvelles formations, dans le sens où c'est le but du ministère du Travail, finalement, de trouver du monde dans ces domaines-là. Christophe Auvray. Alors, on n'a plus personne. Là, je crois que vous avez la perceuse. Vous avez la perceuse qui hurle aussi. J'ai éteint le micro parce qu'effectivement, il y avait la perceuse. Oui, alors attendez, Mickaël va reposer la question. Non, ce que je disais, c'est que le ministère du Travail va peut-être justement favoriser ce dont vous parlez, la création de nouvelles formations dans des domaines d'avenir. De nouveaux diplômes. Oui, ben, tout à fait. Ça dépendra de ce que la ministre et ses équipes feront de ces annonces. Hein, si ça permet de rapprocher le lycée, si le ministère à double tutelle permet de rapprocher le lycée professionnel du monde économique, c'est plutôt une bonne direction. Si ça permet de mettre fin à des concurrences déloyales aujourd'hui entre le CFA et le lycée professionnel, pour nous, c'est encore mieux. Et si finalement on peut avoir une meilleure insertion professionnelle dans le monde du travail, c'est très bien. Par contre, si la double tutelle nous amène à du tout apprentissage au niveau du lycée professionnel, là, on le verra d'une manière très négative, parce que comme le rappelait Youssef Hamdam, on est fondamentalement accro, j'allais dire, aux savoirs fondamentaux, car nos élèves qui sont en lycée professionnel, ils ont encore plus besoin que les autres des bases qu'apporte l'éducation nationale et pas l'entreprise. Hein, nous, on appelle ça les savoirs fondamentaux, les savoir-être, et dans l'entreprise, ils appellent ça la règle des 3 P, ponctualité, politesse et polyvalence. Donc là, on est vraiment au cœur de la discussion sur les savoirs fondamentaux et le lien avec l'entreprise, avec le ministère du Travail. Les savoirs fondamentaux, finalement, c'est quand même la base qu'on a dans toutes les filières, qu'elles soient générales, professionnelles ou techniques. Bien sûr, c'est le pourquoi on milite aussi depuis le départ avec Une Voix pour tous. À la base, le collectif, c'est créé sur ce principe-là, qui est déjà une certaine égalité avec toutes les filières, avec ces fameuses matières principales qui doivent rester collées au lycée pro, parce que dans lycée pro, il y a lycée tout simplement. Mais alors, le lycée pro, regardez, je vous vois tous les trois, vous avez des carrières absolument formidables, vous avez aussi un véritable engagement pour tout ce que vous défendez, chacun à votre manière. Pourquoi cette image de la filière pro persiste, cette image, soi-disant, du mauvais élève qui irait en filière pro, alors que finalement, tous les métiers, la filière pro mène justement à tous les métiers. Bien sûr. Après, le travail qu'il y a derrière la filière pro pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce statut-là, entre guillemets, si je peux me permettre, on fournit plus de travail que les autres. Moi, je sais que... Après, qui les autres ? Ceux qui ressortent de bac généraux, ouais. Ou même technologiques, mais ça dépend. Mais de bac généraux, il y a clairement une certaine discrimination qui est faite, déjà socialement parlant. Où, par exemple, récemment, il y a eu les résultats du bac. Si vous faites un petit tour sur Twitter et que vous voyez les personnes qui ont eu le bac, on peut avoir différentes blagues, entre guillemets, ou félicitations à tous les bacheliers, sauf les bacs pro, parce que ça compte pas. Et c'est un fait. Et on ne parle pas forcément de chefs d'entreprise ou d'universitaires ou autres. On parle de personnes qui, parfois, sont dans la même catégorie sociale et les mêmes environs que ceux qui ont eu ces bacs pro. Et moi, personnellement, pour passer en BTS, d'être passé à un bac pro compta à l'époque sur Pantin, donc en Seine-Saint-Denis, et se retrouver dans le 3e arrondissement de Paris en BTS comptabilité, déjà le choc et l'écart, il est immense. Immense parce que vous pensiez ne pas pouvoir faire ça ? Pas forcément.
j'étais dans les 2 meilleurs de ma classe en bac pro. Quand j'ai annoncé à mes professeurs que j'allais à ce lycée-là, donc le lycée Turgot sur Paris, à côté du Marais, les profs qui étaient très sympathiques, qui m'ont bien encadré, qui m'ont dit Youssef, tu mets peut-être la marche un peu trop haute là. Alors vous savez ce que vous dites, c'est très intéressant parce que pour avoir parcouru effectivement beaucoup d'interviews d'anciens élèves de bac professionnel, ils disent tous ça. Est-ce que c'est une réalité pour vous? J'aimerais la poser à la fois à Daniel Bloch et à Christophe Auvray. Est-ce que, Daniel en premier, vous-même, puisque vous êtes le père de ce bac pro, vous avez forcément rencontré beaucoup de professeurs, mais aussi beaucoup d'étudiants qui ont été en bac professionnel, vous avez encore entendu ces phrases-là de professeurs qui diraient non mais tu sais c'est pas vraiment fait pour toi, finalement les études plus tard, franchement attends ou ne te dirige pas vers ça. Est-ce que vous avez entendu ces phrases-là, Daniel Bloch? La première réponse à propos du bac pro, c'est de dire il y a parmi les catégories socio-professionnelles qui envoient le moins leurs enfants en série professionnelle ou lycée professionnel, il y a évidemment les enseignants. C'est là toute une vraie question. La deuxième remarque que l'on peut faire est la suivante, c'est qu'une fois que les élèves sont dans la voie professionnelle, particulièrement à partir du moment où ils arrivent en terminale professionnelle, aucun ne regrette le choix effectué. Autrement dit, on a effectivement des élèves qui sont en difficulté à l'arrivée et l'enseignement professionnel arrive à en sauver le plus grand nombre. Et ça, je dirais, si vous prenez le bac professionnel par exemple, qui sait qu'aujourd'hui, 180 000 bacheliers professionnels chaque année, qui forment 3 500 000 personnes dans la population active. Autrement dit, c'est une grande réussite. Et pour ces 3 500 000 ou 4 millions d'actifs ayant le bac professionnel, je crois que la voie professionnelle est une voie qu'ils ne regrettent pas d'avoir empruntée. Mais malheureusement, je crois, au niveau notamment des professeurs de collège, l'association entre la voie professionnelle et le choix ou le non-choix d'une poursuite de formation dans ce type de formation pose un vrai problème. Donc il y a certainement, d'un côté, à améliorer la voie professionnelle pour qu'elle apparaisse davantage comme une voie de réussite, ce qu'elle est, mais elle peut l'être encore davantage, et de l'autre, faire en sorte que dès le collège, on fasse connaître davantage aux élèves ce que sont les réalités des différents métiers par des parcours du genre parcours à venir ou des parcours de découverte de la voie professionnelle. Bien sûr. Christophe Auvray, vous qui êtes en contact permanent justement avec les professionnels, avec les professeurs de lycée professionnels, que disent-ils justement de cette profession et est-ce qu'ils encouragent leurs élèves à poursuivre leurs études vers d'autres formations? Alors, plusieurs choses dans ce qui a été dit par les interlocuteurs. D'abord, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, le lycée professionnel ou la voie professionnelle n'est plus aujourd'hui un cul-de-sac, puisqu'on a une formation qui va du CAP à la licence pro, voire au diplôme d'ingénieur. Donc aujourd'hui, on a une vraie filière attractive qu'il faut valoriser. La deuxième chose, c'est le regard que la société porte sur le lycée professionnel et en particulier au collège. Et là, il faut vraiment travailler sur cette vision au collège du lycée professionnel. Il faut pour nous faire une réforme dans le collège, mais pas une réforme du collège. Et il faut remettre dans le collège, il faut redéfinir la culture commune avec notamment l'introduction de l'économie locale, des métiers, la connaissance des entreprises, de manière à ce que tous les élèves, et pas seulement ceux qu'on destine à l'enseignement professionnel, tous les élèves aient connaissance de cette microéconomie, j'allais dire, et à partir de là, donc, aient une vision plus saine, j'allais dire, du lycée professionnel, pour qu'on puisse orienter plus d'enfants en fonction de leur choix. Comme le disait Youssef, et on a un vrai souci aujourd'hui d'orientation par défaut des élèves. Alors, j'ai bien compris, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir, c'est le point de vue des professeurs. Parce que j'imagine que quand on est enseignant, comme vous l'êtes d'ailleurs en lycée pro, on est convaincu. C'est une vocation. Mais est-ce que, comme vous l'avez vécu vous, Youssef Hamdam, vous êtes aussi bloqué par moments, enfin certains disent en tout cas, qu'ils ne pousseraient pas certains élèves à suivre d'autres formations. Est-ce que vous l'avez vécu aussi, comme le disait Youssef Hamdam, Christophe Auvray?
Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie... on distingue, si vous voulez, les enseignants du collège qui massivement orientent les élèves, et on le voit, il y a une surorientation au collège. Hein. Aujourd'hui, on a perdu 100 à 150 000 élèves au lycée professionnel, et en même temps, on a 100 à 120 000 élèves qui sortent sans diplôme qualifiant. Donc, on a un vrai problème de surorientation en lycée général et en lycée professionnel, en lycée général et technologique, et donc une sous-orientation en lycée professionnel. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, quand les élèves sont au lycée professionnel, la dynamique est complètement différente, car nous, on a une vraie volonté de permettre à tous les élèves de choisir leur futur, j'allais dire. Certains souhaitent s'insérer dans le milieu professionnel dès la fin de classe de terminale, à la fin du bac pro. D'autres, et ils sont de plus en plus nombreux, aujourd'hui on a 60% environ des élèves de bac pro qui veulent s'orienter vers l'enseignement supérieur et notamment le BTS plus particulièrement. Donc non, il y a une vraie volonté des professeurs de lycée professionnel de permettre à tous les jeunes qui arrivent souvent cabossés en lycée professionnel, de permettre à tous ces jeunes de se rebooster pour choisir le métier qui leur convient le mieux et l'orientation qui leur convient le mieux. Dernière question par rapport à l'inégalité, et je vous la pose à tous les deux justement. Vous parliez d'inégalité pour tous ces jeunes qui tentent de poursuivre leurs études. Les chiffres parlent. La voie professionnelle, 56,9% des élèves sont issus de milieux sociaux défavorisés, selon les chiffres de 2019. Bon, chiffres qui datent un peu, mais enfin qui sont quand même assez éloquents et puis de toute façon qui n'ont pas vraiment bougé. Comment on introduit la mixité dans cette filière, selon vous, Youssef Hamdam? La mixité dans cette filière, tout d'abord, ça se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, par une sensibilisation, déjà dès le collège. Et comme le disait M. Auré, c'est dès le collège, en fait, où ça doit se passer. Et aussi, créer tout simplement des filières qui sont plus parlantes. Des filières, comme le disait M. Bloch, qui sont plus parlantes et plus actuelles et qui vont vraiment convaincre ce public-là, qui est jeune. Aujourd'hui, un jeune à qui on va proposer des filières un peu plus axées, par exemple, vers le web ou la communication ou le design. J'ai moi-même, et je vous parle d'expérience personnelle, j'ai un camarade en moi en bac pro comptabilité qui aujourd'hui est un graphiste et qui travaille avec de grands artistes de renommée internationale. Pourquoi ce jeune-là, à cette époque-là, il n'avait pas forcément un parcours, un cursus qui pouvait l'orienter vers ça? Il a dû faire ça avec un côté un peu self-made. Et aujourd'hui, s'il y avait ce type de filières qui sont plus parlantes pour les jeunes, ça pourrait déjà être un grand pas. Christophe, une dernière réponse selon vous. Donc, comment attirer justement les enfants de milieux sociaux peut-être un peu plus favorisés, mais qui ne pensent pas à la voie professionnelle? On a évoqué cette nécessité de créer des diplômes qui sont attractifs. On a tous les diplômes de la transition énergétique, tous les diplômes du web, du numérique, on en a parlé. Nous, on porte aussi un projet sur les diplômes du grand âge et de la dépendance depuis plusieurs années. Bon, il y a des frictions entre les différents ministères qui font que ça n'aboutit pas. Et puis, il y a aussi une problématique qui est la tertiarisation de la société, qui fait que depuis 20 ans, on crée des bacs pro qui sont des bacs pro tertiaires, dans lesquels on met souvent des jeunes filles fin de troisième qui ne souhaitaient pas forcément s'orienter dans cette direction-là. Et on en fait des voies sans issue pour elles. Donc il y a une vraie réflexion à mener aussi sur la tertiarisation du lycée professionnel, la trop tertiarisation du lycée professionnel qui finalement mène à des voies sans issue. Et ça se sait, tout le monde le sait, les élèves le savent, et donc ils ne vont pas s'orienter vers des filières qui sont sans issue. Donc il y a une vraie réflexion à mener aussi sur la tertiarisation des diplômes de l'enseignement professionnel. Et donc sur la réindustrialisation par opposition des diplômes de l'enseignement professionnel. Eh bien, j'espère que vos voix à tous seront entendues pour faire bouger les lignes justement de l'enseignement pro. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Daniel Bloch d'avoir été avec nous. Je rappelle que Daniel est ancien recteur de plusieurs académies, chercheur au CNRS, professeur d'université. C'est le père du bac pro justement. Merci à lui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Youssef Hamdam. Merci à vous. Également d'avoir été là.
membre fondateur également du collectif Une Voix pour tous, avec Dylan qu'on avait reçu sur ce plateau. Et puis, merci Christophe Auvray également d'avoir fait partie de cette conversation et d'échanger. Voilà, vous êtes secrétaire général adjoint du SNETA, le syndicat national des professeurs de lycée pro. On se retrouve, si vous le voulez bien, à la rentrée. On fait un point justement sur l'évolution de tout cela pendant l'été. Et on voit comment les choses ont évolué pendant l'été. J'espère qu'ils vont bosser sur la question. On espère tous. Voilà. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Chaque jour dans la quotidienne, je reçois un invité fil rouge pour parler sans langue de bois et surtout proposer des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Et puis vous avez également rendez-vous avec une formidable équipe de chroniqueuses pour échanger sur la littérature, le droit, la psychologie, la pédagogie. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Nadège Larcher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter la collection Mes cahiers pour bien grandir. C'est absolument génial. C'est une série de magazines pour les 7-11 ans. Mais enfin, 7-11 ans, nous, on a tous adoré à la rédac. Hein. On les a tous franchement feuilletés. On a fait même plusieurs tests ensemble, enfin je vais vous raconter, mais les de grands enfants aussi. Hein. Oui, ça plaît beaucoup. Nous le restons. Donc voilà, donc on dit les enfants apprennent à découvrir leur intelligence, en l'occurrence pour celui-ci, à apprivoiser les changements pour celui-ci, à s'affranchir de la timidité et à prendre confiance en eux à travers des séries de quiz. Des quiz, on en est totalement fan. Tiens, regardez, tous intelligents, c'est pour vous, Mickaël. Regardez, voilà. Pendant qu'on va discuter, regarde, te sens-tu intelligent? Et tu vas répondre aux questions. Je fais un point dans 3 minutes pendant qu'il répond. Je peux écrire dessus. Allez-y. Faire des quiz pour aider les enfants à s'interroger sur ces sujets-là, justement, est-ce que c'est le meilleur vecteur pour les atteindre? Oui, parce que ça permet d'arriver de façon un peu détournée, en s'amusant. Ça permet aussi de répondre ensemble. Très souvent, les enfants, en même temps, disent « Allez, toi aussi, tu réponds, on va comparer. » Mais ils n'ont pas peur, en fait, en fonction de ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Peut-être qu'ils ne disent pas forcément la vérité, si. Là, les situations ne sont pas trop engageantes quand même. Hein. On a choisi des choses faciles. Et puis, ça permet après d'aller un peu plus loin et d'en discuter. Donc, généralement, non, c'est assez spontané. C'est ça, faire un quiz, finalement, c'est la meilleure façon de se découvrir. C'est ludique. Oui. Une façon d'appréhender un peu ses émotions aussi, j'imagine. Pour vous, en tant que psychologue, pour les parents, tant que pour les enfants, c'est une des bonnes façons de procéder. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la discussion que ça va lancer et la façon dont on va aller au-delà de la première impression ou des apparences. Donc, c'est une bonne façon, mais c'est ce que nous, on aime faire sur la plage, où on attrape le quiz de l'été pour savoir... Alors, je confirme, mais je trouve que ceux-ci sont beaucoup mieux. C'est-à-dire que si je dois recommander pour la plage, ça, franchement, appréhender les changements, on en vit tous beaucoup, notamment avec le Covid. Eh bien, ça y est, vous avez fini votre quiz, Chamika. On va voir les réponses. Franchement, c'est absolument génial parce que finalement, il y a des émotions qu'on ne gère pas forcément. J'ai confiance en moi. Oui. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose en permanence, qu'on ait 7 ans, quand on en est 40 ou 90. Et je crois que sais-tu te faire des amis? Alors évidemment, on pense souvent aux enfants, à l'école. Et tu es à l'aise en classe, forcément, c'est plus en lien avec son âge. Mais te laisse-t-on assez faire tout seul? Je pense qu'à 30 ans aussi, ça marche. On se pose des vraies questions. Voilà, exactement, à 50. Donc, en fait, c'est une façon, effectivement, de se remettre en question aussi pour les parents, peut-être. Oui, et puis il y a le cahier, à la fin, le cahier qui est pour les parents, où ils ont leur propre quiz aussi à répondre. Et en fonction de leurs réponses, on leur amène aussi des pistes, des outils différents. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rappeler aux parents, vous aussi, vous pouvez encore continuer à grandir, à changer... À apprendre des choses. Qu'est-ce qu'il faut justement de quoi a besoin un enfant pour grandir en confiance, pour avoir confiance en lui, par exemple? Alors, vous pourriez me dire que ça dure 2 heures une réponse, mais en quelques mots. On n'a pas 2 heures, donc je vais essayer de résumer. On confond, il a besoin de plusieurs choses, mais il va avoir besoin, pour faire rapide, il va avoir besoin d'amour, évidemment, d'un amour si possible inconditionnel, quelque chose qui lui dit... C'est pas de fait, les parents ne donnent pas un amour inconditionnel pour les enfants? Si, c'est ce qu'ils essaient
essayer de donner. Mais malheureusement, parfois, dans leur discours, dans leur approche, l'amour peut devenir conditionnel. Si tu as des bonnes notes, tu es formidable. Voilà, c'est ça. Si tu es gentil, je t'aime. Et c'est pas évidemment que les parents aiment de façon inconditionnelle. Mais malheureusement... Pas dans les mots. Pas dans les mots, pas dans les attitudes, parfois aussi. Donc, bien sûr, ça, c'est un élément important parce qu'un amour inconditionnel, ça va permettre à l'enfant de se dire « Ok, je suis aimable ». Ça veut dire « Je suis digne d'être aimé », mais ça veut dire aussi « Je suis aimable avec les autres ». Et ça, c'est très important. Après, il a besoin de feedback. Mais de feedback, de retour, voilà, de compliments et de critiques, parce qu'il en faut, mais ce que nous, on appelle descriptif. C'est-à-dire, c'est pas ce que tu es qui pose un problème, c'est ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, ou ce que tu dis, ou ce que tu ne dis pas. Alors, c'est pas tu es flemmard et tu fous rien, c'est... Cette attitude est feignante. C'est pas t'es méchant, c'est ces mots sont méchants. Voilà, c'est le fait d'être sur le comportement et pas sur la personnalité. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il va avoir besoin d'essayer et de se tromper. Voilà, parce que c'est comme ça que notre cerveau apprend, en se trompant. Vous savez, à vous écouter, je me dis qu'en fait, les parents auraient besoin finalement de prendre pas des cours, mais en tout cas de bons conseils avant même de devenir parent, parce que finalement, c'est très compliqué, on ne sait pas forcément tout ça. Non, on ne sait pas, mais ça existe. J'ai la chance d'avoir créé des ateliers avec mon associé qui est docteur. On a créé, ça fait 15 ans maintenant qu'on travaille dans ce domaine, et les livres sont très inspirés de nos ateliers, où on apprend aux parents réellement à communiquer, parce que c'est vrai, on a appris à parler, mais on n'a pas appris à communiquer. C'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, notre élève à nous, il est là, il est formidable, il s'appelle Mickaël Dorian. Je vous ai fait, vous m'en voulez pas, mais quand même. Mais évidemment, je sais que vous êtes intelligent, mais là, c'est pas la question de savoir s'il l'est. Non, mais d'ailleurs, oui. C'est te sens-tu intelligent? Voilà, c'est ça. Question de perception. Ah oui, Ouais. très importante. Voilà. Alors, donc, il a coché. Donc, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez relevé? Que je veux dire alors, moi, effectivement, j'ai plus de triangles. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, triangle, tu sembles avoir une vision assez juste de toi-même. Tu reconnais facilement tes forces et ce que tu peux améliorer. Et surtout, tu sais que tu peux aller plus loin. Mais c'est tout moi. Ah ben. C'est fantastique. En fait, ce que vous décrivez, j'imagine que ce n'est jamais évidemment négatif, c'est toujours bienveillant. Et l'idée est de mieux se connaître finalement dans le ressenti. Aujourd'hui, on voit que pour aider les enfants à bien grandir, c'est très important de développer ce qu'on appelle leurs compétences psychosociales. Donc de développer pas seulement leurs connaissances, mais leur capacité à se connaître, à connaître leurs émotions, à savoir où sont aussi leurs limites, mais sans les voir comme un élément qui vient les écraser. Donc c'est ça l'objectif, c'est la même chose qu'on a fait dans la timidité. La timidité, on peut mettre plein de choses en réalité derrière la timidité. Il y a des enfants qui sont timides parce qu'ils n'osent pas s'affirmer, mais il y a des enfants qui peuvent paraître timides juste parce qu'ils ont besoin d'un temps d'observation avant d'aller voir les autres et avant de... Donc quand on est capable de se dire non, c'est pas juste je suis timide, mais ma difficulté, c'est de dire non, ou de m'affirmer, ou de faire ceci, cela, il y a déjà une petite partie du problème qui est réglée. Et puis il y a aussi toutes les difficultés que rencontrent certains élèves dans les établissements, à savoir la violence, le harcèlement et tout ce qui peut toucher beaucoup d'enfants. La timidité peut être un des reflets, mais qui est un faux reflet finalement de l'enfant, c'est-à-dire qui est un peu fermé, un peu en retrait et qui peut peut-être cacher effectivement de graves problèmes derrière. Donc c'est une façon aussi de pouvoir révéler ces problèmes-là. En tout cas, c'est une façon peut-être d'écarter des choses qui pourraient être de l'ordre, on va dire entre guillemets, du typique ou du normal et d'essayer de se dire, tiens, là il y a quelque chose qui a l'air d'être plus profond et il va falloir accompagner et voir. La timidité peut conduire à l'isolement, mais le harcèlement a pour conséquence l'isolement aussi. Donc, il faut faire attention à ça, oui. Et les parents sont conscients, les enfants aussi ? Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que, par exemple, si on prend le thème du harcèlement, c'est quand même un sujet sur lequel on a encore plein d'idées préconçues, où on a quand même tendance à considérer que les harceleurs, c'est les méchants, les cibles, les victimes, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas normal. Et donc, les adultes et les enfants ont encore cette vision très individuelle des choses. Dire le harcèlement, c'est une question de quelques individus. Quand on creuse vraiment la question du harcèlement, c'est en réalité une question de groupe, c'est une question de vie sociale, c'est un dysfonctionnement des liens sociaux en réalité, le harcèlement. Donc c'est important d'aller au-delà de ces apparences et de pouvoir l'expliquer aux parents et aux élèves, évidemment. Alors dans les ateliers que vous avez fait de nombreux, j'imagine. Est-ce qu'il y en a en particulier dont vous voulez nous parler et qui ont été très marquants pour vous ?
Alors, je crois que la confiance en moi reste... voilà, d'ailleurs, il a été réédité parce que c'est vraiment celui que souvent on vient me rappeler. Et puis moi, mes patients, je suis psychothérapeute, c'est celui qu'ils vont chercher en premier. Régulièrement, je les vois aller le chercher. La timidité qui vient de sortir parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants. Et c'est amusant parce qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui viennent parler de... entre guillemets, leur passé timide et de leur souffrance par rapport à ça. Et il y a un peu cette vision de se dire « Ah, ben, j'avais pas d'autre choix ». Alors que non, c'est pas une fatalité, la timidité. C'est quelque chose avec laquelle on peut apprendre à vivre. Donc, je l'aime bien. Et puis, celui que vous avez sorti, Tous intelligents, parce que nous sommes tous intelligents et que l'école, de temps en temps, nous donne l'impression qu'on ne l'est pas. Et ça, c'est dommage. Mais les changements, la timidité et la confiance en soi, c'est quand même 3 gros thèmes importants chez les enfants. Oui. Ces 3 thèmes-là, c'est vraiment... Vraiment. Ouais. Ben, c'est ce qui va les accompagner dans toutes les années où ils vont grandir. Les changements, pour tout dire, on l'a écrit en plein Covid. Ouais. Et là, on s'est dit, on est en plein dedans, en plein dedans. Mais même nous, apprivoiser les changements, c'est difficile. Moi, c'est une catastrophe pour moi. Moi, j'ai horreur des changements. Ah bah ça tombe bien, on va faire un changement, vous allez passer en chronique. Ça va être fou, vous allez voir, ça va bien se passer. Merci 1000 fois Nadège Larcher d'avoir été avec nous. Donc édition Bayard, les petits bouquins absolument géniaux qui nous permettent justement de pouvoir échanger avec nos enfants, échanger avec les parents, les copains, les enfants, et puis aussi avec son psy ou sa psy si jamais on a la chance de pouvoir y faire appel. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes psychologue et formatrice en communication bienveillante. Merci beaucoup. Bon, alors voilà, il y a un petit changement qui va s'opérer. On est passé de journaliste qui pose des questions, cher Mickaël, à journaliste qui nous raconte ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça devrait bien se passer. Croyez ? Alors Mickaël, c'était le sujet incontournable cette semaine. On en a parlé presque tous les jours dans le Grand JT. Le bac. Oui, Virginie, et pas que sur School TV, je vous rassure, depuis lundi, le hashtag bac 2022 est en top tweet. La raison, c'est évidemment les résultats du bac qui sont tombés mardi. Épilogue d'un examen dont on aura d'ailleurs beaucoup parlé tout au long de l'année et qui aura bien fait galérer tout le monde. Nouveau bac Blanquer, report des épreuves de spécialité, sans oublier le mot ludique, qui aura bien pris la tête aux ados visiblement cette année. Et je ne vous reparlerai pas non plus de ces lycéens nantais qui avaient étudié le mauvais programme d'histoire pendant l'année et qui s'en sont rendus compte la veille de leur épreuve de bac. Ça, c'était mon petit résumé sur le bac cette année. Non, pour ce dernier Quoi de neuf sur les réseaux de la saison, Virginie, j'ai choisi de vous faire une sélection des tweets autour du bac qui m'ont le plus fait rire ces derniers jours, entre joie des admis, tristesse et ironie des recalés, sans oublier ceux qui sont au rattrapage. Mais on commence d'abord avec lundi soir, Virginie, la veille des résultats, avec les lycéens qui n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Regardez, Marge Simpson, moi à 2h du matin en train de m'imaginer le pire scénario possible. Mais en général, vous noterez que ceux qui sont comme ça ont de super résultats le lendemain. En général. Ah oui, vous croyez ? Moi, oui, c'est souvent le cas. Le lendemain, justement, on en a parlé hier, de nombreux lycéens ont galéré pour se connecter sur la plateforme Cyclades qui publie chaque année les résultats. Et chaque année, c'est un peu... Qui en bourse, donc du coup, est complètement décoté maintenant. Voilà, c'est ça. Et chaque année, c'est un peu le même problème. Les serveurs se retrouvent, comme l'a bien résumé ce tweet, les serveurs se retrouvent épuisés. Ouais. Ah, pas mal, épuisé à Y. Voilà. Big up à tous ceux qui aiment les jeux de mots. Alors, vous nous expliquez effectivement hier les nombreux bugs rencontrés par les lycéens pour se connecter justement à cette plateforme. En effet, la plateforme Cyclades qui s'est un peu retrouvée comme ce train, regardez. Les lycéens qui débarquent sur Cyclades. Et puis il y a ceux qui ont récupéré leurs résultats, qui l'ont eu, on les félicite. Même ceux qui l'ont eu d'ailleurs et qui n'ont pas beaucoup travaillé pendant l'année, il y en a. J'ai mon bac avec mention sans avoir rien foutu de l'année. Le mec est au bord de la piscine, tranquille. C'est pas bien du tout, je le dis. Mais pourquoi c'est pas bien s'il l'a eu ? C'est chouette ? Ouais, mais d'avoir rien foutu pendant l'année, on va pas conseiller aux jeunes. Mais bon, j'avoue que j'ai fait un peu pareil, moi, quand mon année de bac. Donc on le félicite. Vous avez une mention ? Mention assez bien. Oh, bravo, félicitations. D'accord, et il y a ceux qui l'ont loupé. Oui, mais qui le prennent bien quand même. Ils tournent le truc avec dérision. Regardez ce tweet qui est horrible, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu cette situation mardi. Quand t'as pas ton bac et que ta mère te demande « c'est quand les résultats ?» Angoisse. Allez, un petit dernier avec le rattrapage. Regardez, vous allez voir, il glisse une petite vidéo, il glisse un petit billet sur la table. Si je passe au rattrapage, je prends un billet de 50 avec moi. Je le dis pour ceux qui passent le rattrapage encore demain, ne le faites pas. La corruption, évidemment, ça marche pas.
Oui, et puis c'est honteux. Le bac qui s'invite sur le web et parfois c'est l'inverse. Oui, effectivement, si le bac était très présent sur les réseaux sociaux ces derniers jours, je voulais ajouter que les réseaux sociaux aussi avaient été très présents dans les copies de bac cette année. C'est une réalité. La culture web s'invite de plus en plus à l'école et influence les élèves dans leurs réflexions. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Tout dépend évidemment de la façon dont ces nouvelles références populaires sont utilisées. Dans un article du Parisien, on apprend par exemple qu'un étudiant de filière technologique a incorporé aux commentaires d'un texte de Diderot une référence à une émission de télé-réalité. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis selon Laura Goudet, qui est maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'université de Rouen en Normandie, il ne faut pas voir dans ces nouvelles pratiques un appauvrissement ou une régression, car il est tout à fait naturel qu'une langue évolue en même temps que la société. D'ailleurs, on avait parlé ici avec une personne qui travaillait au Petit Robert et effectivement beaucoup de mots qui rentrent dans la langue française. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette chronique. Ce changement, ça s'est bien vécu? Ça a été. Et là, vous pouvez reprendre la casquette de journaliste ou pas? Oui. Après, j'irai prendre mes cachets, évidemment. D'accord, j'imagine. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez. Du coup, là, on oublie les études et... Je retourne faire des études, je fais du sport, mais à ce moment-là, c'est... Vous retournez à la fac? Je suis retourné à la fac, ouais, je suis retourné à la fac, j'ai validé mon DUG pour faire plaisir à ma mère, parce qu'en fait, j'ai découvert le tennis en fauteuil assez rapidement. C'est ça que j'allais venir. Vraiment par hasard, en fait. Au bout de combien de temps? J'ai découvert ça 3 mois après mon accident, alors que je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que les personnes handicapées faisaient du sport. Pendant que vous êtes en centre de rééducation. Ouais. Voilà. Et vous vous y mettez à ce moment-là? Non, je m'y mets à la fin de l'année. Donc j'ai mon accident le 7 février 2000, je tape mes premières balles en novembre 2000. Et là, tout de suite, ça marche? Alors, tout début, non. Je suis ultra frustré. Quand vous jouez debout, je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis, mais quand la balle elle est à 1 mètre de vous, vous faites un pas, vous tapez la balle. Quand la balle elle est à 1 mètre de vous en fauteuil, vous avez la raquette dans la main, il faut d'un coup tourner le fauteuil très vite, puis aller vers la balle. La balle elle est déjà partie. Et donc en fait, je me retrouvais à perdre... À réapprendre en fait, finalement. Complètement, le déplacement. Et là, vous vous retrouvez à perdre contre des gens qui sont bien moins forts que vous debout, sauf que comme ils savent se déplacer, vous repartez à zéro. Donc les 2-3 premiers entraînements frustrés, j'ai voulu arrêter. C'est mon père qui m'a encouragé. Et après, je me suis éclaté et j'ai décidé... Au bout de combien de temps ça marche aussi? Au bout de quelques mois, je m'éclatais et puis je me suis lancé à fond et puis je commençais à faire de la compète et puis je fais ça pendant 15 ans. Tout de suite? Ouais, assez rapidement. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de m'accompagner parce qu'on n'était pas professionnels il y a 20 ans en tennis fauteuil. Ah, c'est professionnel depuis quand? En fait, c'est toujours pas très professionnel, mais vous voulez dire en vivre, quoi? Moi, j'étais le premier athlète à en vivre, c'est-à-dire avoir des sponsors qui s'intéressaient à moi et donc qui me permettaient d'être professionnel. Aujourd'hui, des joueurs de tennis ou des joueurs de tennis en fauteuil, il y en a peut-être 3 qui sont professionnels. À ce moment-là, vous avez tout de suite pu vous consacrer qu'à ça? Alors, c'est pas grâce aux sponsors, c'est grâce à mes parents. C'est qu'en fait, je vivais chez mes parents à l'époque et ils m'ont aidé à faire mes premiers voyages. Et au bout de 2 ans, donc c'est quand même un budget, je les rembourse tous les mois. Non, ils me l'ont offert. Mais voilà, et au bout de 2 ans, là, je suis devenu professionnel. J'ai eu mes premiers contrats, c'était après les Jeux d'Athènes. J'ai eu mes premières médailles, je suis devenu numéro mondial. Et donc là, après j'ai eu moi plutôt des facilités. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Mickaël Jérémias pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le dernier décompte que j'ai trouvé sur le site d'Elbouge, c'était 7290 marraines, très exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez les chercher à tous les niveaux de l'industrie et dans tous ces secteurs. Il y a des DG, il y a des membres de COMEX, mais il y a aussi des techniciennes, il y a des développeuses. L'idée, c'est de se dire qu'il y a autant finalement de diversité dans le métier de l'industrie que d'intérêt à y trouver. Absolument, hein. C'est sûr que les marraines, on ne les force pas à venir du tout. C'est d'abord leurs entreprises qui adhèrent à l'association et qui ouvrent la possibilité à leurs collaboratrices de devenir marraines sur la base du volontariat. C'est aussi l'entreprise qui les autorise à venir après s'exprimer sur les nombreux événements que l'on organise auprès des jeunes filles. Et en fait, elles viennent parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles sont enthousiastes, parce qu'elles ont
envie de transmettre. Vous avez mis mixité, égalité, sororité, c'était le nom de notre colloque pour les 15 ans. Et je vous l'avoue, je voulais emprunter l'espace d'une émission. Et vous avez bien fait, parce que c'est des valeurs auxquelles on tient. Et également, la baseline, c'était la passion de transmettre sa passion. C'est vraiment ce qu'incarnent les marraines, c'est-à-dire qu'elles ont une vraie volonté de pouvoir aider les jeunes filles. Et elles se font plaisir aussi en le faisant, parce qu'elles racontent leurs aventures et leur carrière. Parfois les difficultés, mais le plus souvent quand même les succès, les réussites, et pourquoi elles sont animées par cette passion. Et donc elles ouvrent le champ des possibles, et elles me disent toutes, et pour moi c'est pareil, la récompense pour les marraines et les relais, c'est de voir briller les yeux des jeunes filles quand elles entendent les récits, mais quand aussi on les met en action sur le terrain. On parle de quel coût, de quelle somme? C'est variable, ça dépend de l'organisme, mais il faut compter entre minimum 300 jusqu'à 800 par étape en fait. Et il y a combien d'étapes? Donc il y en a 3, donc la formation théorique en 8 jours minimum, ensuite un stage pratique, donc celui-là il n'est pas à payer, c'est un stage qu'on fait en accueil de loisirs ou un séjour de vacances. Et la dernière partie, le stage d'appro, la session d'approfondissement ou qualification. Donc là c'est 8 jours minimum pour la qualification et 6 jours minimum pour l'approfondissement. Donc c'est ces deux parties-là en fait qui font que le BAFA peut coûter cher. Donc entre 700 et 1500 euros, un peu plus, jusqu'à 2000 euros. Au total, entre 1000 et jusqu'à 1500. D'accord. Pour être payé quoi, 500, 600 euros si on fait 15 jours, j'imagine, dans une colonie en ce moment? Gabriel Fraga, sur un bon organisme. Sur un bon organisme, Sinon, c'est moins. C'est vrai que le sujet aujourd'hui de l'animation et de la pénurie, il est lié bien entendu forcément à la valorisation salariale. C'est une évidence de le rappeler. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le sujet, on en parlait il y a quelques instants, de la professionnalisation. C'est-à-dire, est-ce que le BAFA aujourd'hui permet d'avoir une valorisation reconnue du métier? Quand on est sur le terrain, on peut dire oui, puisqu'on a des animateurs engagés sur le terrain. Mais ça ne peut être qu'un point de départ sur tout le sujet de la valorisation du métier, puisque aujourd'hui, être animateur, c'est avoir quand même une fonction éducative. Je rappellerai tout simplement pour un animateur périscolaire qui travaille du lundi au vendredi, le matin, le midi, le soir et le mercredi, c'est quand même le profil de beaucoup d'animateurs. Il va être donc avec un enfant 30 heures par semaine, quand un enseignant est 24 heures avec l'enfant en classe, et les parents encore moins. Donc on voit bien que sur une semaine ordinaire, l'acteur éducatif le plus proche de l'enfant, c'est un animateur ou une animatrice. Une de vos bibles, c'est les rapports du GIEC. Vous faites un travail de bénédictin, c'est-à-dire que vous prenez les rapports du GIEC à mesure qu'ils sortent et vous les traduisez littéralement pour les enseignants, c'est ça? Oui, exactement. C'est une bible. Non, effectivement, le travail du GIEC, il fait vraiment date et il est, il est très solide. Enfin, voilà, on a là toute la science en train de se faire et ils compilent et ils combinent et tout ça, mais ils le font de manière scientifique et ils amènent des données qui sont extrêmement complexes. Et nous, on vient derrière travailler à adapter et traduire tout ça pour les enseignants. Et ça donne, entre autres, ceci pour les enseignants, parce qu'il y a aussi plein de ressources en ligne. Alors, je précise que c'est gratuit. Moi, j'ai pu le lire en PDF sur votre site sans débourser un centime. C'est extrêmement riche. La première partie s'appelle « Comprendre ». Là, c'est la partie état de l'art. C'est ça. En fait, il y a une préface, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement pour rentrer dans le guide, mais aussi pour rentrer dans les questions de pédagogie sur le changement climatique. On a un petit fascicule sur comprendre la science, puis un petit fascicule sur comprendre la pédagogie qu'on utilise. Et ensuite, on va, avec une vingtaine de séances, travailler les différentes thématiques qui sont liées à ce guide spécial du rapport du GIEC sur les terres émergées. Et donc, ces activités de classe qui ont été testées en classe, qui ont été co-construites avec des enseignants. C'est ce qu'on voit aussi, c'est hyper concret. Vous avez des petits encadrés, conseils à l'enseignant, etc. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a des niveaux. Donc curieux, je ne sais plus ce qu'il y a, néophyte, curieux et apprenti. Apprenti, exactement. On a fait la différenciation sur ce guide-là. Donc on propose, quand on fait des activités basées sur des recherches documentaires, de présenter différents niveaux de difficulté avec ces documents pour les classes où on sait qu'il y a des niveaux différents et on veut travailler de manière différente. Pour revenir sur le rôle modèle, je pense que ce que vous avez dit, Marie-Sophie, c'est tout à fait pertinent. Ça s'impose à soi. On a toutes, je pense, passé à un moment donné par le syndrome de l'imposteur. Arriver même à des fonctions comme celles que j'ai aujourd'hui,
faut l'accepter. Et il faut donc du coup accepter qu'on devient un rôle modèle pour toutes ces jeunes filles ou toutes ces femmes, etc. Et que le plafond de verre, il peut être brisé. Mais une fois qu'on en a conscience, c'est aussi comment on se l'approprie et surtout qu'est-ce qu'on en fait. Donc vous avez dit hier, j'ai participé la semaine dernière, participé aux assises de la parité, et je pense que ça a été aussi pour moi un vecteur d'acceptation d'être un rôle modèle et de pouvoir parler au nom de toutes les femmes et surtout d'essayer de faire avancer les lignes, d'accélérer le mouvement vers plus de mixité à tous les niveaux de l'entreprise. Et on se rend bien compte que pour des problèmes de recrutement aujourd'hui, si on veut faire accepter plus de mixité à tous les niveaux de l'entreprise, il faut commencer, comme vous l'avez dit, dès l'école, dès l'éducation. Et comment on fait bouger les lignes à ce niveau-là. Comment on redore le blason de cette profession ? C'est d'abord communiquer sur ce qu'est cette profession, c'est-à-dire c'est pas simplement, j'ai parfois les oreilles qui saignent quand je vois le mot garderie sur certains équipements, c'est pas de la garderie, c'est vraiment de l'éducation à part entière. Les animateurs ou les animatrices participent à la réussite éducative globale des enfants. Il faut justement valoriser toute cette alliance éducative qui doit être mise en place sur les territoires, entre les écoles, entre les collectivités territoriales, comme notre collègue de Nantes avec le tissu associatif, éducatif également sur le sujet. C'est tous ces éléments-là qui vont permettre de comprendre un petit peu ce qu'est aujourd'hui le rôle d'un animateur ou d'une animatrice, qu'est-ce qui donne du sens à ce métier pour justement générer l'engagement. Et effectivement, s'engager dans l'animation, c'est un acte fort en termes éducatifs, c'est participer justement à la réussite globale des enfants. Également de lutter contre l'éco-anxiété, qui touche quand même un certain nombre de jeunes. Pour ça, vous montrez que des solutions existent. Alors, il y avait des projets mis en œuvre par les enfants. Voilà. Vous citez aussi un certain nombre de projets dans tous les domaines, la permaculture au Guatemala, l'utilisation les Ripper Café à Quimper. Il y a un ou deux projets qui ont une tendresse particulière. Alors oui, tous ces projets-là moi j'ai une tendresse particulière évidente, j'ai envie de dire, sur tous les projets qui travaillent avec la nature, qui travaillent à promouvoir le contact avec la nature le plus possible. Et ça, on le sait, de nombreuses études montrent que psychologiquement, on a un bénéfice en fait à rencontrer pour la première fois. On se sent mieux. Voilà, exactement. Et même c'est au Japon où il y a, je crois que la sylvothérapie, ça fait depuis 20 ans que c'est... avec les arbres, j'imagine. Voilà, exactement. Avec les arbres, sylvo, et que c'est un enjeu de santé publique. Et là-bas, c'est remboursé par la Sécu japonaise d'aller faire des thérapies avec les arbres. Et même rien que le contact avec le bois, c'est-à-dire avec des meubles en bois, aurait des bénéfices sur la santé publique. Donc en fait, tout ce qui est classe en dehors, ce qu'on appelle outdoor education en anglais, parce qu'on travaille beaucoup à l'étranger là-dessus, aurait aussi des bénéfices. Voilà. On en a vu quelques exemples aussi toute cette année dans la quotidienne. Ouais. Et ça fonctionne vraiment. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. SchoolTV.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV, Mani Pezek à la réal, Héloïse Merlin au son, Thaïs Sayad au make-up et Maggie Essel et Agathe Delannoy à la rédaction. Vous nous écrivez, on vous répond. C'est la petite phrase pour Emma, je voulais lui dire quand même, je sais qu'elle aime bien. Vous aimez bien aussi, Mickaël, quand je l'ai dit. Ouais. Vous pouvez le redire d'ailleurs. Vous nous écrivez, on vous répond. Moi, je vais vous écrire en tout cas. C'est vrai ? Je suis pas si j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. À demain pour cette avant-dernière de la saison.